Merci de nous rejoindre sur ce webinaire pour que nous abordions ensemble la question des ruptures de contrat de travail et la rupture individuelle notamment. Donc, moi, je suis Armelle Desarts, consultante chef de projet chez Actiforce sur l'activité d'accompagnement des carrières et des transitions. Mon travail consiste plus particulièrement à conseiller les entreprises sur les mesures à mettre en œuvre auprès des collaborateurs lorsqu'il y a des situations de projets, d'organisation qui ont des impacts sur la dynamique RH de façon globale et qui conduit à mettre en place soit des accompagnements individuels, soit des accompagnements collectifs de changement de situation professionnelle. Et je travaille très régulièrement avec Natacha et son équipe pour sécuriser l'ensemble de ces étapes. Je vais laisser Natacha se présenter. Oui, donc je redis bonjour au cas où certains ne m'auraient pas entendu tout à l'heure. Et effectivement, on s'excuse pour le petit décalage lié à des problèmes techniques. Donc, je me présente, Natacha Gruard, je suis consultante en droit social au sein d'Orcom. Donc, mon travail consiste à accompagner les chefs d'entreprise dans leurs relations avec leurs salariés. Donc, d'un point de vue juridique, donc de la conclusion du contrat de travail à la rupture du contrat de travail, donc les relations individuelles, et puis un accompagnement également dans le cadre des relations collectives du travail avec le CSE. Voilà, donc tout le conseil lié à la gestion de mon personnel. Et effectivement, nous travaillons également en collaboration avec Actiforce pour avoir deux volets complémentaires, juridiques et ressources humaines, qui sont très importants, notamment dans le cadre de la rupture du contrat de travail, puisque là, on le verra tout au long du webinaire, où il y a un aspect juridique, mais il y a également un aspect RH, un aspect social dans la gestion de la rupture du contrat de travail. Voilà, donc je vais rendre à nouveau la parole à Armelle. Donc, visiblement, Armelle ne m'entend pas. Alors, je vais présenter Orcom après m'être présentée. Donc, Orcom, c'est un cabinet d'expertise comptable qui comprend plus de 1000 collaborateurs. Et donc, parmi les missions que l'on peut traiter, il y a le cas de la rupture conventionnelle, par exemple, que l'on traite aussi avec Actiforce. Et donc, le volume de rupture conventionnelle traité au sein d'Orcom représente à peu près 200 ruptures conventionnelles par an. Mais donc, nous accompagnons également nos clients sur d'autres sujets. Et donc, précision importante, nous sommes installés également à l'international, en Chine, aux États-Unis et en Angleterre. Donc, voilà. Donc, Armelle, si tu m'entends, je te passe la parole. Donc, Actiforce, on est en train de régler le petit calage parce que c'est vrai que c'est délicat pour moi, j'entends pas ce que dit Natacha, mais comme on s'était calé toutes les deux, on sait comment on procède. Donc, Actiforce, nous sommes un cabinet conseil en ressources humaines. Nous avons rejoint les équipes d'Orcom en 2014. Notre activité de conseil auprès des entreprises et des salariés a débuté il y a plus de 30 ans maintenant. Nous sommes implantés en région Centre-Val de Loire, en région Nouvelle-Aquitaine et en région parisienne pour accompagner. Donc, dans le cadre de notre activité, nous avons des missions sur le thème du recrutement, sur le thème de la formation et sur l'activité qui nous concerne ici plus particulièrement. Nous accompagnons plus de 800 salariés à peu près par an. Alors l'année dernière est une année particulière pour tout le monde, mais en moyenne, nous accompagnons à peu près 800 personnes par an sur les thématiques de rupture de contrat de travail. Et en 2020, nous avons réalisé 350 bilans de compétences. Et nous voyons au travers de cette activité l'importance d'être en lien avec vous, entreprises, employeurs, pour mettre en place des moyens adaptés en fonction des situations de rupture de contrat. Donc, c'est ce qui nous a semblé aussi important de pouvoir croiser ensemble comme information en se disant, eh bien, il y a le côté de la procédure et il y a finalement tout le climat et le contexte de ces situations de rupture et comment les sécuriser ensemble.
Alors avec Natacha, quand on a préparé cette séquence ensemble, on a évoqué des situations concrètes dont nous souhaitions vous faire part, tout simplement pour illustrer d'où vient en fait voilà, tout ce travail que l'on peut faire ensemble, en se disant finalement quels sont les différents modes de rupture de contrat de travail qui existent. Donc c'est ce qu'on va traiter ensemble au travers de ce webinaire. Identifier ensemble quelles sont les conséquences de la rupture, tant pour l'entreprise que pour le salarié, pour que finalement chacun dans sa sphère, hein, que ce soit l'employeur, en se disant attention, qu'est-ce que je mets en œuvre, quels sont les impacts d'un point de vue juridique, d'un point de vue financier, d'un point de vue de mes capacités de production, d'un point de vue de ma relation client, tous ces sujets qui sont inhérents à la collaboration. Et puis, qu'est-ce qui se passe du côté du collaborateur qui, lui, finalement, pense à sa situation professionnelle, comment va-t-il procéder. Nous avons souhaité travailler ensemble sur cette thématique en ayant en mémoire de limiter bien sûr les situations de contentieux. Et nous avons choisi de faire focus uniquement sur les contrats de travail en CDI, puisque les CDD, les contrats d'apprentissage, relèvent de modalités bien spécifiques. Et nous avons exclu aussi les situations de rupture collective, puisque là, c'est effectivement plus d'un autre registre en termes de modalités, de contexte. Alors voici quelques situations pratiques que nous côtoyons, que nous côtoyons, on a envie de dire, avec vous qui travaillez et qui employez des salariés. Nous avons régulièrement des demandes qui disent, voilà, s'adressent à nous en se disant, mon salarié me demande de mettre en place une rupture conventionnelle, il ne veut pas faire une démission parce qu'en fait, il veut garder ses droits Pôle emploi. Il déménage, il suit sa compagne, ils ont choisi de faire un changement de vie. Il n'y a pas de nouveau contrat de travail, c'est un projet de vie. Et lui, ce qu'il me demande, c'est, voilà, je voudrais bien faire une rupture conventionnelle. Mais finalement, moi, en tant qu'employeur, s'il pose une démission, peut-être que c'est plus simple que s'il fait une rupture conventionnelle parce que financièrement, j'ai moins d'enjeux. Mais lui, il a ses prérogatives de son côté. On a aussi des situations avec des personnes qui finalement sont en poste depuis un certain nombre d'années. Et puis voilà, par habitude, par travail, finalement, il peut y avoir une lassitude. Et puis la personne, elle exprime le fait d'avoir fait le tour de ses activités et ne pas trop voir quel avenir elle a dans l'entreprise. Par rapport à son projet, il n'y a pas de désaccord par rapport à l'entreprise en tant que telle, mais elle envisage de quitter la société sans forcément qu'elle mette en place des actions. Et puis moi, en tant qu'employeur, je n'ai pas forcément envie qu'elle s'en aille, puisque c'est 20 ans d'expérience, de connaissance des processus, des relations clients. Comment procéder dans ce cas-là? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que ActiveForce, qu'est-ce que Orcom peut me conseiller de faire? Et puis, on a d'autres cas de figure. Avec Natacha, on a abordé cette situation il n'y a pas très longtemps. C'est un employeur qui, avec le contexte sanitaire d'autant plus, qui voit son chef d'affaires qui diminue de façon régulière et qui se dit qu'il ne va pas pouvoir continuer à payer 4 personnes dans un avenir proche. Et il se pose la question s'il peut mettre en place ou pas une rupture conventionnelle. Et qui s'adresse, alors plus particulièrement à Natacha, aussi sur le service social. Est-ce que vous pouvez me rappeler la procédure, les délais et les coûts? Voilà, je pense, des situations concrètes auxquelles certains d'entre vous peuvent être confrontés, puisque le contexte aujourd'hui renforce d'autant plus sur les plus petites structures cette pression sur le maintien de l'activité et la bonne gestion de sa masse salariale. Et puis, on a d'autres cas de figure qui sont d'une nature différente. Et ça, on a régulièrement cette situation. On parle d'allongement de la durée dans l'activité professionnelle. Pour autant, la situation de santé reste des sujets qui amènent à s'interroger sur comment on va accompagner les collaborateurs dans cette longévité au travail. Et les périodes d'arrêt longue maladie qui conduisent à un moment la situation de santé du salarié est effectivement stabilisée. Il est envisagé une reprise, mais il y a des restrictions médicales qui ne permettront plus à la personne d'exercer le poste sur lequel elle était. Je suis dans une entreprise où finalement, des cas concrets, on est sur des postes de production, des fonctions support, il y en a peu, voire pas. Et dans ce cas-là, en tant qu'employeur, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre? Comment
comment je peux à la fois sécuriser la situation pour le collaborateur, mais aussi vis-à-vis de ma propre organisation interne. Donc, comment peut-on procéder? Et puis, il y a aussi la situation où, en tant qu'employeur, on voit que le collaborateur ne répond plus complètement aux attentes et ben voilà, malgré tous les moyens qu'on peut mettre en place, sans être dans une logique de sanction disciplinaire, mais voilà, il y a des entretiens où on fait le point, on essaie de mettre en place des plans d'action et finalement, la solution n'évolue pas et l'employeur s'adresse à nous en disant ben, comment je peux procéder pour mettre fin à la collaboration. Voilà quelques exemples concrets de situations que peut-être certains d'entre vous auront rencontrées et pour lesquelles nous allons tenter d'apporter quelques éclairages pour se dire finalement par rapport à ces cas de figure, quels sont les moyens que je peux mettre en place. Alors, dans ce cas-là, c'est à Natacha qu'on s'adresse et à l'ensemble de l'équipe Orcom en se disant, bon, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois procéder? Natacha, je vais te laisser voilà, apporter les éléments d'information. Alors effectivement, merci Armelle. Donc c'est autant de contextes qu'on rencontre bien quasiment quotidiennement, et effectivement auxquels vous êtes probablement confrontés, l'avez été ou allez l'être. Et donc juridiquement, il y a des questions à se poser. Est-ce que mon salarié est en CDI ou en CDD? Est-ce que mon salarié est protégé? Protégé dans le sens où c'est un membre du CSE, du comité social économique, puisque la procédure sera différente. J'aurai l'occasion d'en reparler. Qui est à l'initiative de la rupture? Ça a un impact aussi sur le mode de rupture que l'on va envisager. Est-ce que c'est le salarié qui est à l'initiative? Est-ce que c'est l'employeur? Parfois, on se rend compte que d'un commun accord, une rupture du contrat de travail serait opportune pour les intérêts de chacun et les choix de chacun. Quels sont les éléments déclencheurs de la rupture et quelles sont la relation ou les relations avec mon salarié? Puisqu'effectivement, on va le voir dans certains cas, notamment les cas qu'évoquait Armelle, les exemples, c'est pas forcément évident d'opter pour tel ou tel mode de rupture quand on doit un petit peu tout grouper. Donc Armelle, je ne sais pas si tu m'entends à nouveau, si tu peux passer aux slides suivantes, au suivant. Donc, je ne sais pas. Voilà, super. Donc, premier élément, alors on va pas passer de temps là-dessus, mais pour se créer une alerte quand je dois envisager la rupture du contrat de travail de mon salarié, il faut bien identifier s'il est en CDI ou en CDD, puisque comme l'a dit Armelle, on a des modes de rupture juridiquement distincts. Par exemple, une rupture conventionnelle, je ne vais pas pouvoir la faire avec mon contrat à durée déterminée. Donc, les modes de rupture sont différents. Et là, je viens d'évoquer le CDD par rapport à la rupture conventionnelle, mais à noter aussi que si mon salarié est apprenti, donc est lié par un contrat d'apprentissage, on a des modes de rupture particuliers. Donc, comme on l'a vu en introduction, ici, on va se concentrer sur le CDI. Alors, comment procède-t-on par rapport au CDI? Dis-nous, Natacha. Merci. Donc, une fois que j'ai identifié la nature de mon contrat, les taux se resserrent. Donc maintenant, la question à se poser, est-ce que mon salarié est protégé? Donc, la plupart des représentants du personnel, un membre du CSE, un délégué syndical, sont des salariés protégés. Donc, c'est-à-dire que pour rompre leur contrat de travail, il faut solliciter au préalable l'autorisation d'inspection du travail. Petite parenthèse, avec un salarié protégé, si on doit envisager la modification de son contrat de travail, même procédure, on ne peut le faire entre les deux parties uniquement, l'inspection du travail doit intervenir. Petit point important aussi, un salarié qui aurait sollicité l'organisation des élections, par exemple, va être un salarié protégé pendant un laps de temps réduit, mais il faut savoir que dans les 6 mois qui suivent sa demande d'organisation des élections, c'est un salarié protégé au même titre qu'un délégué syndical. Un salarié qui serait conseiller prud'homal, pareil, salarié protégé. Un salarié dans le cadre d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement judiciaire qui a été nommé comme représentant des salariés, salarié protégé. Donc là, c'est la liste des cas plutôt généraux de salariés protégés. Il en existe d'autres que vous retrouverez aux articles du Code du travail mentionnés.
Alors, ce qu'on entend aussi par salariés protégés, ça va être les femmes enceintes ou les jeunes mères qui viennent d'accoucher, les jeunes pères, les salariés victimes de maladies professionnelles ou d'accidents du travail. Donc là, pour ces salariés-là, on les dit également protégés, mais dans un sens moins strict, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de solliciter l'autorisation d'inspection du travail, mais par principe, ces salariés ne peuvent pas être licenciés pendant la suspension de leur contrat de travail, sauf si on a une hypothèse de faute grave ou si on est dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif qui va être étranger à l'état de santé. Donc, je viens de préciser que c'était une interdiction de licencier, donc sauf ces deux exceptions, pendant la période de suspension du contrat. Et on va un peu plus loin pour la jeune maman ou le jeune papa, c'est-à-dire que dans les 10 semaines qui vont suivre l'accouchement et donc la naissance de l'enfant pour le jeune papa, ces salariés ont également une protection comme on vient de le voir. Et la rupture conventionnelle dans tout ça pour ces salariés femmes enceintes, jeunes pères, maladies professionnelles, accidents du travail. Parce qu'effectivement, c'est une question qu'on se pose régulièrement. Mon salarié est en accident du travail, a une reconnaissance de maladie professionnelle. Est-ce que je peux conclure une rupture conventionnelle? Eh bien, à aujourd'hui, la Cour de cassation admet effectivement qu'on puisse conclure une rupture conventionnelle avec un salarié qui est en accident du travail ou en maladie professionnelle. De même qu'avec une salariée qui est enceinte ou durant son congé maternité après l'accouchement. Donc, bien sûr, il faut que ce soit avec le consentement du ou de la salariée, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de fraude ou de vice du consentement. Donc, voilà, point juridique, salarié protégé. Si mon salarié est dans une situation particulière, attention, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les alertes par rapport au sujet de rupture du contrat de travail? Et pour compléter, par rapport à ce qu'évoque Natacha, nous, par rapport aux salariés, ce sont souvent ces périodes-là sur celle qu'on vient d'évoquer sur les périodes intermédiaires où la personne elle est en suspension de contrat par rapport à sa situation de santé ou elle est en congé maternité, où on voit arriver des personnes qui s'interrogent bien évidemment sur leur avenir professionnel et qui viennent vers nous pour mettre en place des bilans de compétences. Et nous avons la possibilité de le mettre en place à ce moment-là pour accompagner ces situations de changement. Merci. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On a identifié un salarié, un CDI. Donc, il n'y a pas énormément de types de rupture du contrat de travail. Soit c'est à l'initiative du salarié, soit c'est à l'initiative de l'employeur, soit on fait une rupture d'un commun accord. Donc, ce sera la rupture conventionnelle. Et à l'initiative du salarié, soit il peut démissionner, rompre sa période d'essai, ou si mon salarié n'est plus tout jeune, partir volontairement en retraite. Et la rupture à l'initiative de l'employeur, de même, l'employeur peut décider de rompre la période d'essai, procéder au licenciement du salarié, donc soit un licenciement pour motif économique, soit pour un autre motif de licenciement donc, qui n'est pas économique, donc pour un motif personnel, que ce soit un licenciement disciplinaire, il y a une faute du salarié, ou non disciplinaire. L'employeur peut également mettre le salarié à la retraite. Procédure particulière, il y a de moins en moins de cas de mise à la retraite. Et puis, je peux rompre le contrat de mon salarié en cas de force majeure. Donc ici, les modes qui nous interpellent un peu plus dans le cadre du webinaire aujourd'hui, ça va être la démission, le licenciement pour motif personnel et la rupture conventionnelle, où là, il y a un travail à faire au niveau RH social, d'où l'accompagnement avec Actiforce. C'est vrai que par rapport aux situations, c'est important de se dire quel est le contexte dans lequel nous sommes, quels sont les besoins de l'employeur, quels sont les besoins du salarié, parce qu'on a parfois du côté du salarié comme du côté de l'entreprise, voilà, une phase d'hésitation, est-ce que j'accepte la rupture, que ce soit salarié ou que ce soit employeur, et finalement, on se rend compte que plus la situation elle dure, moins elle est bénéfique pour l'ensemble des parties, avec parfois des situations qui pourraient même aller jusqu'au conflit et où finalement on aura beaucoup perdu de temps et d'énergie. Et finalement, quand on ramène ça au temps perdu en taux horaire, eh bien, parfois, en ayant une procédure claire, se dire, bon, ok,
si on se dit que l'activité ensemble se termine, mettons en place les moyens dans de bonnes conditions plutôt que d'avoir un climat social qui se détériore et qui a des répercussions sur l'ensemble des équipes. Et pour autant, c'est important de bien statuer ensemble. Et quand on a approfondi les sujets, on s'est rendu compte avec Natacha qu'on avait régulièrement des points d'ajustement à avoir lorsque l'on parle de licenciement, puisque c'est autour de cette thématique-là que se posent plus particulièrement les questions. Donc Natacha va nous préciser finalement le licenciement pour motif économique. On ne va pas le traiter là aujourd'hui, ça demande des choses spécifiques et quand c'est introduit le collectif, mais on s'est dit qu'il était important de pouvoir se redire finalement, quand on parle de licenciement pour motif personnel, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les moyens qui sont à votre main? Merci. Donc effectivement, deux types de licenciement, le licenciement pour motif économique et après le licenciement que l'on dit pour motif personnel. C'est-à-dire que dès lors que ce n'est pas économique, c'est un licenciement pour motif personnel. Et à l'intérieur du licenciement pour motif personnel, on a deux types de nature de licenciement. Le licenciement disciplinaire, lié à une faute de mon salarié. Donc, on a trois types de fautes, la faute simple, la faute grave, la faute lourde, avec des impacts différents sur le solde de tout compte notamment. Et puis le licenciement donc non disciplinaire, c'est-à-dire pour tout autre motif de licenciement qui ne serait pas économique. Donc par exemple, on l'a un peu évoqué, l'inaptitude prononcée par le médecin du travail, qu'elle soit d'origine professionnelle ou non professionnelle. De même, l'inaptitude va avoir des effets différents et des conséquences financières différentes, qu'elles soient d'origine professionnelle ou non. Autres motifs personnels, on va avoir par exemple la mésentente, la perte de confiance, l'insuffisance professionnelle, l'insuffisance de résultats et aussi des faits donc, qui vont être tirés de la vie personnelle du salarié mais qui vont avoir un impact tel dans l'entreprise qu'on va devoir envisager le licenciement du salarié. Ça va être par exemple des cas d'incarcération du salarié, la suspension ou le retrait du permis de conduire, des injures, des violences, et puis ça peut être également des propos tenus sur les réseaux sociaux. Donc là, ce n'est pas une liste exhaustive des cas de motifs de licenciement non disciplinaire. Et puis, ce qu'il faut faire attention, c'est que dans chacun des cas, il y a des règles à respecter. Voilà, ce n'est pas parce que mon commercial n'atteint pas son chiffre que je peux le licencier. Quand bien même j'aurais mis une petite phrase qui va en ce sens dans son contrat de travail. Donc ça, effectivement, donc si on garde cet exemple-là, ça peut être des cas qui nous amènent à nous interroger sur qu'est-ce qu'on fait avec notre commercial qui fait pas son chiffre, mais qui finalement c'est pas réellement de sa faute parce qu'il y a une conjoncture. Je suis peut-être pas forcément sur un motif éco, mon commercial est peut-être plus très motivé. Donc voilà, donc il faut faire attention au contexte dans lequel nous sommes pour juridiquement adopter la bonne procédure et effectivement sécuriser cette procédure et avec un accompagnement ActiForce, effectivement, ça peut permettre de sécuriser tout ça. Alors, ce qu'on vous propose, c'est maintenant de voir plus précisément, concrètement, sur ces différents types de procédures, quelles sont les modalités à respecter, et puis de croiser en se disant qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux proposer aussi à mon salarié pour l'accompagner dans ces étapes-là, comme vient de le dire Natacha, pour favoriser que cette séparation, cet arrêt de collaboration se passe dans de bonnes conditions. On pense souvent à la partie procédure, aux éléments financiers, mais parfois ces petits leviers, en accordant un petit peu d'accompagnement aux collaborateurs, permet de mettre moins de pression sur la négociation financière, par exemple. Puis si toutefois il y avait un risque de contentieux, un risque de litige, il aura été fait état que vous allez aussi, en tant qu'employeur, mobiliser des moyens pour accompagner le collaborateur. Donc, on va vous proposer d'aborder dans un premier temps le licenciement pour motif personnel.
Oui, alors là, on va parler en termes de procédure. Donc, on ne va pas détailler chaque étape de la procédure, mais l'idée est d'avoir les alertes en tête et la procédure dans sa globalité. Donc, l'élément vraiment déclencheur, ça va être, voilà, je suis employeur, j'ai connaissance d'une faute de mon salarié. Ma procédure va devoir être enclenchée dans les 2 mois qui suivent la constatation des faits. Donc, c'est vraiment l'élément important, c'est la connaissance des faits fautifs de mon salarié. C'est-à-dire que si j'apprends aujourd'hui que mon salarié a commis une erreur il y a 1 an, ce qu'il va falloir retenir, c'est que j'en ai connaissance aujourd'hui. Donc là, il va falloir se constituer tous les éléments de preuve pour bien identifier qu'on s'en rend compte aujourd'hui et non il y a 1 an. Et donc, à partir du moment où j'en ai connaissance, je vais pouvoir enclencher ma procédure de licenciement et convoquer mon salarié à entretien. Ça, vraiment, c'est vraiment quelque chose de très important et c'est des questions que l'on a au quotidien. C'est que le délai est de 2 mois entre le moment où j'ai la connaissance des faits et le moment où je lance ma procédure. Si je laisse passer mes 2 mois, je pourrai toujours lancer ma procédure, mais mon licenciement en cas de litige sera remis en cause systématiquement. C'est mathématique. Donc, je lance ma... Pardon de t'interrompre. J'ai une petite question pratique. Oui. Lorsque j'envoie mon courrier en AR, comme j'ai connaissance des faits fautifs, est-ce que je dois les faire apparaître d'ores et déjà dans ce courrier d'envoi préalable? Non, dans la convocation d'entretien, on a des mentions obligatoires. Ça va être le fait qu'on envisage la rupture du contrat de travail, on envisage une sanction disciplinaire qui peut aller jusqu'au licenciement. On indique au salarié la date, l'heure, le lieu de l'entretien préalable et on indique au salarié qu'il peut se faire assister lors de l'entretien préalable. Donc ça, c'est valable pour toute procédure de licenciement. Mon salarié peut choisir de se faire assister lors de l'entretien. Si je n'ai pas de CSE dans mon entreprise, je peux me faire assister par un salarié de l'entreprise ou par un conseiller extérieur, dont la liste est établie par la préfecture. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, dans ma convocation, je vais préciser au salarié qu'il peut se faire assister et je vais lui préciser l'adresse de la mairie et de l'inspection du travail où il peut trouver cette liste. Et en revanche, j'ai un CSE dans mon entreprise, mon salarié ne pourra se faire assister que par un salarié de l'entreprise, qu'il soit membre du CSE ou pas. Mais on reste en interne dans l'entreprise. Mais dans ma convocation, on ne précise pas les motifs qui nous amènent à licencier, en tout cas qui nous amènent à envisager le licenciement. C'est vraiment, on a constaté des faits, on envisage une procédure qui peut aller jusqu'au licenciement, on vous convoque tel jour, à telle heure, avec telle personne, à tel endroit. Ça, c'est un élément important parce que il n'y a aucun intérêt à mettre les motifs qui nous amènent à enclencher la procédure dans la convocation, puisque c'est pas la convocation qui va appuyer mon licenciement. Donc, ensuite arrive mon entretien préalable. Encore une fois, on a des délais entre la convocation et l'entretien. Et au terme de l'entretien, j'ai un délai. C'est-à-dire que le but de l'entretien préalable, c'est d'exposer aux salariés les motifs. Donc là, on va être très précis sur les motifs qui nous amènent à envisager son licenciement. On va exposer ces motifs au moment de l'entretien préalable. On va demander aux salariés de nous donner ces explications et on va recueillir ces explications. C'est-à-dire que l'entretien, c'est vraiment exposer aux salariés les motifs, recueillir ces explications. Et au terme de l'entretien, on ne dit pas bon, je vais vous licencier, puisque au terme de l'entretien, on ne peut pas avoir pris sa décision. On doit mûrir les explications fournies par le salarié. Et d'ailleurs, on a un délai de 2 jours ouvrables après l'entretien pour décider de la décision finale et envoyer la notification de licenciement aux salariés. Donc là, vous avez des petites astérix en vert, puisque une procédure s'ajoute à ce que je viens de lister quand j'ai un salarié protégé. Donc, on passe par une consultation du CSE quand j'en ai un dans l'entreprise et par la saisine de l'inspection du travail pour obtenir l'autorisation de licencier mon salarié. Donc, j'insiste, au moment de l'entretien, on ne peut pas avoir pris sa décision. C'est vraiment pour recueillir les explications du salarié et ensuite, on a 2 jours pour réfléchir et faire part de notre décision au salarié avec un délai maximum d'1 mois.
Et c'est vrai que dans ces moments-là, on est souvent très concentré, comme le rappelle Natacha, c'est important d'être attentif sur, on n'a pas encore pris sa décision, mais d'ores et déjà dans des éléments de réflexion, ActiveForce est régulièrement consulté pour finalement pour alimenter la réflexion en se disant si on doit aboutir à une séparation, est-ce qu'éventuellement on peut réfléchir à des moyens qu'on pourrait mettre en place, voilà, pour que les choses se passent dans des conditions correctes. Et notamment le levier du bilan de compétences à cette étape-là peut être un levier qui puisse être utilisé puisqu'il peut être financé dans le cadre du CPF. Donc voilà, sans imposer aux collaborateurs et sans poser en état de fait que c'est la solution, mais parfois, sur certaines situations, on peut être amené à se dire finalement, là, on a une difficulté ensemble. Bon, si on doit engager une procédure, voilà ce qui se met en place. Mais on a aussi réfléchi à, pourquoi pas, vous proposer de prendre un peu de recul par rapport au vu de ce que tu dis. Peut-être faudrait qu'on réfléchisse sur peut-être tu n'es pas bien dans ton poste et il faudrait réfléchir pour mettre en place un bilan de compétences, pour prendre du recul. Et puis voilà, on verra quelle modalité on peut mettre en place. On ne t'oblige à rien, on ne décide rien aujourd'hui, mais on se dit que ça peut être un levier pour réfléchir sur l'avenir professionnel. C'est vrai que c'est intéressant de croiser et avec Natacha, encore une fois, souvent avec les équipes du service social, on est amené à échanger pour se dire, voilà, est-ce que dans ce cas de figure-là, ça pourrait permettre d'apaiser la situation et puis faire en sorte que soit la collaboration se termine dans de bonnes conditions, soit au contraire que ça puisse repartir sur des bases différentes. Donc voilà, c'est un levier qui est possible lorsqu'il s'agit d'un motif personnel de licenciement. On va voir le cas spécifique de l'inaptitude liée à la situation de santé tout à l'heure, qui est vraiment un cas très particulier du motif personnel. On continue sur le motif économique, Natacha? Oui. Merci. Là, donc, on reste aussi focus sur la procédure globalement. Donc là, on est bien sur le motif économique pour individuel, c'est-à-dire avec un seul salarié, pas dans une procédure collective. Globalement, la procédure va être la même. Je convoque mon salarié à un entretien, se déroule l'entretien, le fameux délai de 2 jours. Là, il est augmenté en cas de motif économique. Vous avez des délais dans la rubrique échéance, là, dans le tableau. Ce qu'il faut retenir, c'est, alors c'est pas tous les délais, on vous demande pas d'avoir les délais en tête, mais d'avoir les déclics sur les éléments importants de la procédure, puisqu'après vous avez votre consultant qui va vous donner les points précis. Mais le point d'alerte en cas de licenciement pour motif économique, c'est d'abord de se dire donc identifier mon motif économique, vraiment si j'ai un motif qui me permet d'aller sur cette procédure. Et puis, en principe, je ne licencie pas le salarié avec lequel j'ai le moins d'affinité ou avec lequel parfois il y a des petites tensions. Pour faire simple, on ne choisit pas le salarié qui va être licencié pour motif économique. Donc, c'est-à-dire qu'on doit partir dans une démarche de fixation des critères qui permettent d'établir un ordre des licenciements. Parmi les critères, il va y avoir l'ancienneté de mon salarié, s'il est dans une situation de difficulté de réinsertion professionnelle, ses charges de famille, etc. Donc, ça, ce sont des critères obligatoires, tout comme le critère de l'aptitude professionnelle. Et puis, une fois que j'ai identifié le salarié qui, malheureusement, va être visé par le motif économique, donc par le licenciement, je suis dans l'obligation d'effectuer des recherches individualisées de reclassement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je dois me séparer de mon salarié que je me sépare de mon salarié. Je dois tout envisager pour lui proposer un reclassement. L'obligation concerne un reclassement en interne avec des particularités pour les entreprises qui appartiendraient à des groupes de sociétés. Donc ça, en licenciement éco, c'est ce qu'il faut avoir en tête au-delà de la procédure qui rejoint la procédure pour motif individuel. C'est je dois fixer l'ordre de mes licenciements.
pour identifier quel salarié doit objectivement être concerné par la mesure et je dois faire des recherches individualisées de reclassement. Et donc, c'est notamment sur ce volet recherche individualisée de reclassement que Armelle intervient avec nous sur ce volet vraiment complètement individuel et RH. Je te laisse peut-être la parole sur ce sujet. Oui, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'on connaît assez facilement lorsqu'il s'agit de procédures collectives, mais dans une démarche individuelle, une fois qu'on a fixé les critères d'ordre et que voilà, c'est un collaborateur, alors qui est concerné, un, peut-être deux collaborateurs qui sont concernés. Pour autant, on voit des situations où les entreprises vont nous dire bon, ben, je n'ai plus besoin au niveau du service production. En revanche, par rapport à l'activité logistique, je pourrais avoir des besoins, mais je ne suis pas sûre que la personne, ça lui corresponde. Et l'entreprise nous contacte en disant ben, on sent qu'il hésite, est-ce que éventuellement vous pourriez nous aider dans cette étape-là pour lui proposer d'avoir un temps qui peut se faire de façon assez sous la forme de 3 à 4 entretiens, pour finalement proposer un regard extérieur et neutre pour guider le collaborateur dans son choix, de façon à ce qu'il puisse répondre à la proposition de son employeur de lui proposer une mobilité interne. Souvent, recevoir l'information comme quoi on va être licencié économique, on commence d'abord par du rejet, de la colère, et pour autant, il peut y avoir une phase d'acceptation, mais cela peut un peu effriter la relation avec l'employeur. Le salarié, les retours régulièrement, c'est oui, mais je ne sais plus si je peux lui faire confiance à mon responsable, vu ce qui se passe, ça fait déjà 15 ans que je suis dans l'entreprise et voilà ce qui m'arrive. Or, le fait de pouvoir travailler ensemble dans ce moment-là permet d'objectiver la situation et finalement de se dire, bon, par rapport au poste proposé, qu'est-ce qui peut me correspondre? Et puis, au contraire, est-ce que j'aurais besoin d'être formé ou est-ce que finalement, non, définitivement, ça ne me correspond pas et mon projet est ailleurs. Voilà, donc ça peut être aussi un moment facilitant, encore une fois, pour que par rapport à votre activité, on puisse réduire les situations de licenciement ou en tout cas, si on doit y aller parce qu'on n'a pas le choix, ça se fasse dans un climat social le plus apaisé possible. Encore une fois, c'est le sujet de la marque employeur. On sait bien que c'est un contrat de travail qui nous lie, mais on est aussi attentif au fait de diffuser une bonne image, à la fois pour les prochains salariés qui pourront venir chez vous et aussi pour les clients qui sont intéressés par vos services. La bonne image de marque est importante. Donc cette phase amont peut vraiment contribuer à faciliter les démarches. Et si toutefois il n'était pas possible de trouver un reclassement externe, effectivement se poursuit la procédure pour le licenciement tel qu'elle est notée dans le support. Peut-être si tu peux compléter. Rapidement dans la procédure, dans les alertes à avoir en tête, licenciement éco, au terme de la procédure, je dois informer la direction du travail de mon licenciement. Et donc désormais ça se fait en mode dématérialisé. Donc nous vous avons mis le lien sur cette page. De même, si c'est un salarié protégé, dans ma procédure, on intègre la phase autorisation de l'inspection du travail pour licencier notre salarié protégé. Autre élément important qui a de l'importance à deux titres, de l'importance en termes de calendrier de procédure et en termes financiers, c'est-à-dire que pour les entreprises de moins de 1000 salariés, donc je pense que globalement vous êtes des entreprises de moins de 1000 salariés. Au moment de l'entretien préalable, je dois proposer, alors j'ai l'obligation en tant qu'employeur de proposer le CSP à mon salarié. Donc c'est le contrat de sécurisation professionnelle. Donc c'est un contrat qui est proposé par Pôle emploi. Donc c'est-à-dire que moi je dois le proposer à mon salarié, mais si le salarié accepte ce CSP, il va être conclu entre lui et Pôle emploi. Moi, je n'interviens plus. Et ce CSP va permettre au salarié, s'il remplit les conditions, d'avoir un accompagnement personnalisé, individualisé, avec des formations pendant un an après la rupture du contrat. Et il a une indemnisation chômage meilleure quand il accepte le CSP.
Pour autant, petite expérience, tous les salariés n'acceptent pas le CSP. Donc, on aurait l'impression que c'est très, très bien, mais l'expérience me fait dire que c'est le choix d'accepter ou de refuser le CSP, c'est complètement personnel et subjectif. Et donc, les deux impacts dont je vous parlais, c'est que donc, à partir du moment où je propose ce CSP à mon salarié lors de l'entretien préalable, il a un délai de réflexion de 21 jours pour accepter ou refuser ce CSP. S'il accepte le CSP, on va faire la solution plus simple en termes de procédure. S'il refuse le CSP, ma procédure de licenciement va suivre son cours. Donc, mon salarié va exécuter son préavis, il va lui être rémunéré et puis au terme du préavis, il sortira de la société, établissement des documents de sortie. En revanche, si mon salarié accepte le CSP, donc dans les 21 jours qui suivent l'entretien, mon salarié va quitter la société au terme de ces 21 jours. Donc, c'est-à-dire que si j'ai un salarié qui a un préavis de 2 mois, si mon salarié refuse le CSP après l'entretien, il va encore rester dans ma société 2 mois. Alors, s'il accepte le CSP, il part au bout de 21 jours. Donc, selon le contexte, ça peut arranger plus ou moins l'entreprise, mais c'est quand même un élément de la procédure dont on n'a pas la clé quand on enclenche la procédure, dont il faut tenir compte. Et le deuxième impact important, et qui cette fois est financier, c'est que si mon salarié accepte le CSP, donc il sort au bout de 21 jours, donc il n'y a pas de préavis exécuté et je ne verse pas d'indemnité compensatrice de préavis à mon salarié. Mais la valeur du préavis que mon salarié n'aura pas fait, donc la valeur du préavis, donc le salaire qu'il aurait perçu pendant le préavis, plus les charges patronales et salariales, je dois les verser à Pôle emploi dans les 2 mois qui suivent la rupture du contrat. Donc financièrement, c'est plus ou moins la même chose, mais en cas d'acceptation du CSP, pour plus ou moins la même chose, j'ai pas la productivité qui va avec. Donc c'est-à-dire que je vais verser une somme à Pôle emploi et j'aurai pas le travail en contrepartie. Donc ça, c'est vraiment un élément important pour les entreprises de moins de 1000 qui doivent proposer le CSP aux salariés. Armelle, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur ce point. Juste par rapport au CSP, parce que c'est vrai qu'il y a les deux côtés de la facette et il y a le côté, en tant qu'employeur, le retour sur investissement par rapport aux sommes que vous êtes dans l'obligation de verser. Pour autant, dans la programmation de ces différentes étapes, comme le relève Natacha, c'est important d'identifier à quel moment ça vous semble le plus opportun que la personne parte et n'ait plus de travail à exécuter au sein de votre structure. Et qu'elle adhère au CSP parce que elle aussi, de son côté, il s'agit aussi de lui faire visualiser l'intérêt qu'elle a par rapport à ce dispositif et cet accompagnement. C'est un levier aussi par rapport à l'acceptation du licenciement. Le CSP permet d'être indemnisé immédiatement, mais une personne pourrait me dire « oh, ça ne sert à rien, moi je vais trouver du travail tout de suite, je n'ai pas besoin de cela ». Eh bien, en fait, dès l'instant que la personne elle a été un jour dans le CSP, elle a la possibilité d'avoir une prime de retour rapide à l'emploi. Donc, c'est aussi un levier pour vous de négociation parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais on peut déjà en glisser un petit mot. Dans le cadre d'un licenciement économique, il y a bien sûr l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité conventionnelle, mais régulièrement s'enclenche une discussion sur de la supralégale. Se dire, est-ce que je peux en avoir plus? Comment ça se passe? Pour vous, en tant qu'entreprise, il y a des charges par rapport à cette partie-là. C'est important de savoir que si la personne elle adhère au CSP, le dispositif de CSP prévoit une prime qu'on va appeler de reclassement rapide si la personne trouve un emploi, donc dans les premiers mois. Donc, c'est aussi incitatif et à avoir peut-être en mémoire lorsque commence la discussion sur la partie supralégale, finalement, et que la personne se dit oui, mais moi, comme ça m'évite d'être à Pôle emploi. En fait, peut-être y a-t-il intérêt à l'encourager dans le dispositif CSP, effectivement. C'est souvent par méconnaissance. Nous, dans l'expérience, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont dans des fonctions de consultant sur les participants du webinaire. Les personnes qui ne vont pas dans le CSP, c'est souvent par méconnaissance. Et la réponse, c'est moi, je ne vais pas m'embêter avec Pôle emploi. On se le dit simplement. Sauf que dans la pratique, ça permet de sécuriser aussi l'employeur dans sa procédure et puis peut-être de lever un peu les tensions autour de la négociation sur la prime supralégale. Voilà pour le motif économique individuel. Peut-être on vous propose d'aller sur une situation un petit peu plus particulière
qui est celle du licenciement pour inaptitude, qui est souvent un moment de tension, en tout cas dans l'entreprise, c'est rarement un moment où l'employeur ou le salarié se disent ça y est, on est débarrassé. C'est très rarement le cas. C'est plutôt de se dire bon, voilà, maintenant qu'on est dans cette situation de santé, comment procède-t-on? Je te laisse, Natacha, apporter les éléments de procédure. Oui, merci. Donc là, on voulait attirer votre attention sur ce contexte-là et sur cette procédure de licenciement-là. Encore une fois, les grandes étapes de la procédure restent les mêmes, mais il y a un amont, comme en cas de licenciement éco, il y a un démarrage, et le démarrage va être l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail. Donc là, on vous a mis un point d'alerte parce que c'est une question qu'on a fréquemment et une erreur d'interprétation fréquente entre inaptitude et invalidité. Ça, c'est vraiment très important d'avoir ça à l'esprit, c'est-à-dire que parfois, vous avez un salarié qui va venir revenir d'un arrêt maladie, puis il va vous dire, voilà, je suis en invalidité. Alors, l'invalidité, ça peut vouloir dire plusieurs choses, puisqu'il y a 3 catégories d'invalidité. La première catégorie où le salarié peut continuer à travailler. Une deuxième catégorie où il peut continuer à travailler, mais très peu. Et la troisième catégorie où le salarié, la personne, en tout cas, a besoin d'une tierce personne pour l'aider dans les gestes de la vie courante. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a un salarié qui arrive avec une notification d'invalidité qu'on enclenche une procédure pour inaptitude. L'invalidité et l'inaptitude sont 2 sujets qui sont juridiquement différents. L'invalidité va être prononcée par la sécurité sociale, par le médecin conseil, pour une personne. L'inaptitude, c'est le médecin du travail qui va juger un salarié inapte à son poste. Donc, je peux être invalide d'une certaine manière dans ma vie courante, mais toujours être apte à mon poste de travail. Alors certes, avec peut-être plus de difficultés, mais je vais rester apte. Apte sans restriction ou avec des restrictions médicales. Donc ça, vraiment, c'est à garder à l'esprit. C'est inaptitude, invalidité. Comment on se situe? Et donc, le licenciement pour inaptitude, c'est vraiment quand le médecin du travail a considéré que le salarié n'était plus apte à son poste. Premier élément. Second élément, face à l'inaptitude, je dois rechercher, comme en cas de licenciement économique, rechercher des solutions de reclassement personnalisées. Je ne l'ai pas précisé pour le licenciement éco, mais donc comme dans l'inaptitude, en tant qu'employeur, vous avez l'obligation de rechercher individuellement, de manière personnelle, des solutions de reclassement. C'est une obligation de faire les recherches, mais vous n'avez pas d'obligation d'aboutir à une proposition de reclassement. C'est vraiment une obligation de recherche. S'il n'y a pas de reclassement possible, il n'y a pas de reclassement possible. Mais il faut démontrer les recherches en amont. Et puis, bon, si j'ai une proposition de reclassement que mon salarié accepte, tant mieux. On continue le contrat peut-être avec une modification du contrat. Si mon salarié refuse mon reclassement ou si je n'ai pas de reclassement possible, dans ce cas-là, je vais partir sur ma procédure de licenciement pour inaptitude. Même schéma de procédure que la procédure pour motif personnel, disciplinaire ou non disciplinaire. Dernier élément important pour la partie juridique sur ce point de vue inaptitude, c'est qu'à partir du moment où mon salarié est déclaré inapte par le médecin du travail et dans le mois qui suit, je n'ai aucune obligation de rémunérer mon salarié. En revanche, à partir du mois qui suit, donc imaginons que mon salarié soit déclaré inapte le 17 juin, je vais enclencher mes recherches de reclassement. Je ne vais pas directement lui envoyer la convocation entretien. Je fais mes recherches de reclassement et ensuite je lance ma procédure si je n'ai pas de proposition de reclassement. Et donc, à partir du 17 juin, je n'ai plus d'obligation de rémunérer mon salarié. En revanche, si à partir du 17 juillet, donc un mois après, 17 juin, 16 juillet, si à partir du 17 juillet, je n'ai pas reclassé mon salarié ou je ne l'ai pas licencié, je dois reprendre le paiement des salaires à partir du 17 juillet. Ça ne veut pas dire qu'on a un mois pour licencier. On doit prendre son temps en cas d'inaptitude pour démontrer qu'on a fait nos recherches de reclassement. Mais il faut financièrement avoir à l'esprit qu'un mois après l'inaptitude, la constatation d'inaptitude, si je n'ai pas reclassé mon salarié ou si je ne l'ai pas licencié, je dois reprendre le paiement des salaires. Mieux vaut prendre son temps et payer 3-4 jours, une semaine, mon salarié au terme de ce mois,
que aller trop vite et être retoqué en cas de litige sur la recherche de reclassement. C'est très important ce qu'évoque Natacha, effectivement. Et parfois, alors nous, quand la procédure est assez rapide, nous sommes peu sollicités. En revanche, d'autres entreprises mettent en place des moyens complémentaires, peut-être dans des plus grandes structures, en se disant finalement, si je dois reclasser en interne, comment j'accompagne mon collaborateur? Parce que ça changer d'activité professionnelle, ça ne se décrète pas. Il y a la période d'acceptation de sa situation de santé, et puis à se projeter dans une nouvelle activité. Et puis parfois, malheureusement, effectivement, comme l'évoque Natacha, eh bien, il n'y a pas de possibilité de reclassement interne. Eh bien, que vous ayez pu proposer aux collaborateurs d'être accompagnés, notamment dans le cadre d'un bilan, c'est une démarche toujours constructive pour qu'ils puissent envisager cette rupture du contrat en tout cas dans de moins mauvaises conditions, peut-être dans des meilleures, je ne sais pas comment il faut qu'on le dise, mais nous avons régulièrement, par rapport à des situations de santé, des personnes qui, le fait d'avoir entrepris ces démarches de bilan, soutenues aussi avec la sécurité sociale, parfois, permettent de mieux se projeter. Et pour vous, en tant qu'employeur, que ce soit vis-à-vis de vos équipes internes, parce que voilà, c'est un ancien collègue qui s'en va, c'est aussi les moyens que vous avez pu mobiliser dans la mesure de ce qui vous est possible. Vous n'y pouvez rien sur la situation de santé en tant que telle. Par contre, pourquoi pas l'aider dans le cadre d'un bilan ou dans le cadre d'une démarche d'accompagnement de recherche d'emploi en dehors de votre entreprise. Et dans ce cas-là, nous, on a des liens avec l'AGFIP aussi pour accéder au réseau des postes pour les salariés avec une reconnaissance RQTH. Je vois l'heure qui tourne, donc je me permets de glisser maintenant sur la partie rupture conventionnelle. N'hésitez pas s'il y a des petites questions d'ores et déjà à nous en faire part au travers du chat. Je te laisse faire le focus sur la rupture conventionnelle. Oui, alors effectivement, sur le temps, on est un peu juste. Donc, dans le même sens, la rupture conventionnelle, on a une procédure bien particulière, propre à la rupture conventionnelle, avec une phase d'entretien, une signature de la convention de rupture, un délai de rétractation. Et puis, au terme du délai de rétractation, si aucune des parties ne s'est rétractée, on envoie la convention de rupture à la direction du travail qui va homologuer la rupture. Et puis après l'homologation, on aura la fin du contrat de travail et la sortie du salarié avec les documents de sortie. Avant de revenir sur un ou deux points de la procédure, pour les salariés protégés, même histoire, on ne demande pas une homologation de la direction du travail, mais on va demander directement l'autorisation de la direction du travail pour rompre le contrat de travail de mon salarié licencié. De mon salarié de rompre son contrat pour rupture conventionnelle, excusez-moi. Et donc toujours avec une phase de consultation du CSE quand j'ai un CSE dans mon entreprise. Donc les éléments importants dans la procédure, la phase d'entretien, il n'y a pas de délai imposé entre la convocation, l'invitation à entretien, on ne convoque pas, on invite le salarié. Il n'y a pas de délai imposé entre l'invitation à entretien et mon entretien, mais on conseille de suivre les délais applicables en cas de licenciement. Si ce qui est valable en cas de licenciement est valable, ça va être valable en cas de rupture d'un commun accord, en cas de rupture conventionnelle. Le délai de rétractation, on a un délai de 15 jours, aussi bien l'employeur que le salarié peuvent se rétracter. Et puis, une fois que le délai de rétractation est passé, on envoie notre rupture à la direction du travail, qui, elle, a un délai de 15 jours, cette fois-ci ouvrable. Bon, ça, ce sont des précisions, on ne vous demande pas de retenir les notions de délai, mais les grandes étapes. Et puis, dès lors que ma rupture est homologuée, on a la sortie de notre salarié. La convention de rupture, c'est vraiment une rupture d'un commun accord, donc on n'a pas justifié d'un motif quelconque pour procéder à la rupture conventionnelle. Donc, que ce soit le salarié ou l'employeur à l'initiative, ça ne transpire pas dans la convention de rupture. La direction du travail, ce qu'elle regarde, c'est si la procédure a été respectée et si l'indemnité qui est due au salarié, puisqu'en cas de rupture conventionnelle, il y a une indemnité due au salarié, la direction du travail va regarder si cette indemnité est correcte par rapport au minimum dû au salarié. Voilà.
De la même manière, pour faciliter les leviers de négociation et notamment, c'est souvent autour de la prime ou en tout cas l'indemnité supralégale, il peut être adapté de proposer aux salariés d'avoir un accompagnement qui va s'appeler accompagnement ou placement en fonction des vocables, en fonction des profils des personnes, pour finalement favoriser l'acceptation de cette situation de rupture. Et c'est un véritable levier de négociation. N'hésitez pas, les entreprises nous consultent, nous faisons une proposition précise concernant les modalités d'accompagnement en fonction du profil de la personne, en fonction de votre budget. Hein, clairement, il faut se le dire, la durée d'accompagnement peut être entre 4 et 12 mois. Tout dépend du profil de la personne, encore une fois, des moyens que vous voulez mobiliser par rapport à la situation et qui va travailler de la partie comment mes outils en termes de recherche d'emploi jusqu'à introduire la personne dans les réseaux d'Actiforce et de favoriser son reclassement le plus rapidement possible. Et encore une fois, ça vous permet, en cas de situation de litige, d'avoir bien mis, d'afficher l'ensemble des moyens mis en place. Et puis, bien au-delà, ça permet de favoriser le climat social et de mettre en place les moyens adaptés, quelles que soient les personnes. Voilà par rapport à la rupture conventionnelle. Je serais tentée de répondre à la question de Madame Barr qui dit comment mettre en place l'ARC, quels arguments apporter si une reconversion professionnelle est envisagée. Alors, ça, c'est vraiment les cas concrets. On en parlait avec Natacha en préparant. En fait, quand la personne vous parle d'une reconversion professionnelle, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est l'objet d'une démission? Est-ce que c'est l'objet d'une discussion et qui amène à une rupture conventionnelle pour que d'un commun accord, effectivement, la personne puisse mettre en œuvre son projet de reconversion. Tout dépend si elle a déjà son projet ou si elle a envie de se reconvertir. La rupture conventionnelle va lui permettre de sécuriser si elle a besoin de s'inscrire à Pôle emploi, notamment. Ça, c'est important de lui dire que la rupture conventionnelle lui permet de conserver ses droits Pôle emploi et puis de pouvoir mobiliser son CPF et son CPF de transition si elle souhaite mettre en place un parcours de formation. Je ne sais pas si ça répond, Madame Barr, à votre question ou si ça apporte des éléments voilà, pour se dire quels arguments vous pouvez développer dans ce cas de figure. Mais c'est important. En fait, la rupture conventionnelle, c'est quels sont les droits que ça permet de générer à une personne qui souhaite partir, mais qui n'a pas forcément de solution, que ce soit une reconversion ou un emploi. Alors, on vous propose effectivement un petit focus auquel vous pourrez vous référer et on va peut-être passer un petit peu vite. On va vous envoyer le support par rapport à ce qu'on a présenté ce matin pour se redire finalement quand je travaille sur cette rupture de contrat, souvent dans les éléments de décision, c'est finalement y a-t-il une procédure spécifique? Cela met-il en situation de risque? Oui, merci Monsieur Leroy. On va effectivement vous faire une photo sur ça. Natacha, Monsieur Leroy pose la question, est-ce que la rupture conventionnelle coûte plus cher qu'un licenciement classique? Donc, je vous propose qu'on regarde effectivement donc, le préavis. Natacha, tu l'as abordé en disant attention, oui. quand on met le motif économique, si la personne prend le CSP, elle fera 21 jours, mais ne fera pas son préavis. Alors, je vais me permettre. Ouais, excuse-moi. Je me permets donc de répondre à Monsieur Leroy un peu autrement. C'est-à-dire que la rupture conventionnelle, on va partir du principe, on va prendre deux sujets. La durée de la procédure et l'indemnité de rupture. Sur la durée de la procédure, c'est difficile de se caler parce que, par exemple, si je licencie mon salarié pour faute grave, parce que j'ai une faute grave, mon salarié va quitter l'entreprise en 3 semaines, d'accord, en respectant la procédure. En revanche, dès lors que je suis sur un licenciement qui appelle à un préavis, selon la durée du préavis de mon salarié, 1 mois, 2 mois, 3 mois,
on va plus se retrouver sur un niveau à peu près égal à la rupture conventionnelle, parce que si on respecte bien les délais, la rupture conventionnelle, on va tabler sur 1 mois et demi, 2 mois, 2 mois et demi. À savoir, dans la rupture conventionnelle, un entretien est obligatoire. À titre personnel, j'aime bien tenir 2 entretiens avec une signature de la convention de rupture lors du second entretien. Mais donc, en termes de durée de procédure, ça va être plus ou moins identique. Et effectivement, comme le disait Armel, en licenciement éco, si mon salarié accepte le CSP, il va sortir beaucoup plus vite que prévu. Donc, parfois, ça nous arrange, mais parfois, on a besoin de garder notre salarié le temps de finir une mission, une prestation. Là, ça va être du cas par cas. Sur l'indemnité en elle-même, la loi donne la même formule de calcul pour l'indemnité qu'on soit en licenciement, en rupture conventionnelle. Ça, c'est la loi. Après, dans votre convention collective, il n'est pas improbable qu'on ait une indemnité plus favorable quand on est sur du licenciement éco ou sur du licenciement personnel ou sur de la rupture conventionnelle. Ça va vraiment dépendre de la convention collective. Mais la loi donne la même indemnité de rupture qu'on soit en licenciement économique ou pas, ou en rupture conventionnelle. Donc, la loi va rien changer sur l'indemnité. En revanche, sur le traitement fiscal et social de l'indemnité, c'est qu'en cas de licenciement, l'indemnité que vous versez au salarié, si c'est l'indemnité légale ou conventionnelle, personne, donc aussi bien l'employeur que le salarié, personne ne paie de charge dessus. En revanche, en rupture conventionnelle, quand on verse l'indemnité minimale, l'employeur doit verser un forfait social, une contribution sociale de 20%. Forfait social de 20%. Bon, après, on a des particularités, hein, mais on ne va pas rentrer dans le détail des cotisations. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des particularités si on verse plus que le minimum et si on a un salarié en cas de rupture conventionnelle qui serait âgé de plus de 55 ans. Donc, vous avez dans le support les explications de pourquoi cette alerte de plus de 55 ans. Mais dire comme ça, il n'y a pas un principe universel que le licenciement est plus cher que la rupture conventionnelle. Ça va vraiment être du cas par cas. Après, quand on a le cas concret, on peut chiffrer un peu on peut chiffrer et faire une estimation du coût de l'une ou de l'autre des procédures. Et ça rejoint en fait la suite de notre support où on vient répondre à une question qui se pose très fréquemment entre j'ai des difficultés économiques, mais je suis pas certain que je puisse enclencher un licenciement économique. Et donc, j'hésite entre le licenciement éco et la rupture conventionnelle. Donc, Armel, je ne sais pas si tu veux que je reste un petit peu là-dessus et qu'on revienne après. Vas-y, dans ton fil, c'est bien. Vas-y. Okay. Donc, effectivement, votre question, Monsieur Leroy, je ne sais pas si elle est liée à un contexte économique qui n'est pas forcément dramatique, mais peut-être un peu plus compliqué. Et on se poserait la question entre un licenciement éco et une rupture conventionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que la rupture conventionnelle ne peut pas remplacer un licenciement économique, puisque si je fais une rupture conventionnelle alors que j'aurais dû licencier mon salarié pour motif éco, je lui fais perdre le droit d'accepter le CSP. Donc, juridiquement, la rupture conventionnelle ne peut pas déguiser un licenciement éco. Mais pour autant, j'ai le droit de faire une rupture conventionnelle avec des difficultés économiques qui ne vont pas être de nature telle à obliger à un licenciement économique. Donc ça, c'est une question qu'on a fréquemment entre licenciement éco, rupture conventionnelle. On se pose la question juridiquement et puis ensuite, on peut faire un comparatif des coûts entre l'un et l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en licenciement éco, si mon salarié accepte le CSP, je dois payer, il ne fait pas son préavis et je dois le payer à Pôle emploi avec les charges. Donc ça, c'est sûr que c'est un coût financier direct. Donc, on a passé une ou deux planches, hein, mais c'est parce que ça allait dans la lignée de la question de Monsieur Leroy. Armel, si tu peux revenir une ou deux planches en arrière. Alors, ouais. Où là, on vous a listé. Vas-y, je te laisse la parole. Simplement, parce que voilà, qu'on puisse conclure et rassurer, parce que les éléments que vous allez avoir par ailleurs, on les a abordés, la planche sur ActiForce, les moyens d'accompagnement, je vous l'ai glissé au fur et à mesure. Un petit point d'éclairage qui nous a semblé important de vous apporter en préparant avec Natacha, vous pourrez vous y référer en cas de besoin, parce que ça fait partie des leviers, encore une fois.
Lorsque j'envisage la rupture de contrat de travail, vous voyez ici les 4 cas de figure qui sont rappelés. Natacha a évoqué par rapport à l'aspect financier, les coûts, les charges, la partie cotisation. Dans les leviers, parfois, effectivement, ça vous coûte peut-être un peu plus cher, mais si le levier, c'est de dire, ben, voilà, ça va vous permettre d'avoir vos droits à Pôle emploi et ça vous permet d'avoir le bénéfice d'un certain nombre d'aides, ça ne vous coûte rien. Par contre, lui, le salarié avec qui dont vous vous séparez, lui, il gagne aussi quelque chose. Donc, ça fait partie intégrante de l'objet des négociations. Hein. Au-delà de l'aspect coût direct, l'objectif, c'est d'aboutir à une solution pérenne qui évite tout litige et qui fasse que chaque partie s'y retrouve au maximum. Donc, la démission ne donne pas droit à Pôle emploi. Le licenciement pour motif personnel donne des droits à Pôle emploi. Donc, par rapport à certaines situations et contrairement aux idées reçues, la faute lourde permet tout autant que la faute simple ou la faute grave. Donc, d'accéder aux indemnités Pôle emploi. On vous a renoté ici qu'il peut y avoir une carence qui est d'une durée maximum de 5 mois. Notamment si vous proposez une prime supralégale. C'est ce pourquoi parfois dans la discussion avec votre collaborateur, est-ce qu'il vaut mieux négocier une prime supralégale ou lui indiquer qu'en même temps, s'il n'a pas d'emploi tout de suite, son inscription à Pôle emploi, de toute façon, compte tenu de la prime supralégale, il ne sera pas indemnisé de suite. D'où notre propos au démarrage, de bien prendre soin au travers de l'entretien, des entretiens préalables, d'échanger, de bien comprendre le contexte pour que la décision que vous allez engager avec le salarié prenne en compte ces paramètres d'une proximité d'une nouvelle situation professionnelle ou pas, et derrière des modalités que vous mettrez en place au niveau de la rupture. Donc la portabilité s'applique dès l'instant que la personne va s'inscrire à Pôle emploi. Voilà pour ces quelques éclairages. En souhaitant, Natacha, je ne sais pas, moi de mon côté, voilà, je ne reviendrai pas sur la planche ActiveForce, on l'a abordé au fur et à mesure. Natacha, je ne sais pas si tu souhaites compléter sur certains points pour être exhaustif. Non, voilà, après, c'est un sujet qui mêle aussi bien le juridique que l'aspect ressources humaines, sociales. Donc, voilà, il y a le volet juridique qui va être là, qui parfois va nous bloquer. Et voilà, il faut bien coupler les deux pour que la rupture se passe le mieux possible pour l'entreprise en termes de sécurisation, pour éviter clairement, pour éviter un prud'homme derrière et un trop gros et une perte au prud'homme et une trop grosse conséquence financière. Et puis au-delà de ça, pour un employeur, ce n'est pas forcément de tout repos et on n'est pas forcément serein quand on doit gérer une rupture du contrat. Donc voilà, pour tous ces éléments, il y a vraiment l'aspect juridique à regarder. Je ne peux pas faire n'importe quoi en termes de procédure. Il y a les impacts pour mon entreprise. Je dois identifier si j'ai des conséquences préjudiciables derrière. Donc c'est pour ça. Prendre en compte le volet RH et gérer la rupture au mieux avec mon salarié pour effectivement lui proposer une solution d'accompagnement peut calmer la procédure et en tout cas être plus serein sur la procédure au moment où on la réalise que dans le futur, puisque pour toute rupture, même la rupture conventionnelle, un délai de contestation existe. Donc on a des cas qui montent en cours de cassation où des salariés, bien qu'ils aient signé leur rupture conventionnelle, reviennent sur leur acceptation de la rupture conventionnelle en se considérant comme ayant été obligés de signer la rupture conventionnelle, sinon ils auraient été licenciés. Donc voilà ce que je voulais ajouter pour clore. Eh bien, merci à toi, Natacha. Merci à chacun d'entre vous qui avez pu suivre jusqu'au bout le webinaire. Vous voyez ici en clair nos adresses mail à Natacha et moi. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous sur des points spécifiques si vous voulez capter l'information d'ores et déjà, bien sûr, au travers d'un webinaire, surtout de cette manière-là où on ne peut pas se parler en direct.
il y a toujours des situations particulières que nous ne pouvons pas traiter, mais bien évidemment, si vous avez des points, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse vous guider dans ces étapes-là. Et nous vous souhaitons une très belle journée en se disant à très bientôt. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Au revoir.